L'ALIA des jeunes, on en parle, bon, on essaie en tout cas, pas toujours évident de tout quitter quand on a 25 ans et tout recommencer, non seulement son job, l'hébreu, s'intégrer, refaire des repères. On a beaucoup parlé des familles, peu des jeunes. C'est une occasion d'accueillir David Krief depuis 4 ans en Israël. Bonjour David, ça va être à vous dans quelques instants. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour David. Bonjour. Donc je vous redis bonjour, 4 ans en Israël, une aventure qui n'était pas la vôtre en fait au départ. Tout à fait. Même à 25 ans. À 24 ans. À 24 ans. Je suis parti un peu contre mon gré. J'ai fait l'ALIA le 25 juillet 2015, je crois, au moment où il y avait toutes les grosses aliotes suite aux attentats en France surtout. Et puis j'ai suivi mes parents tout simplement. Vos parents sont partis à cause des attentats ? En grande partie, ouais. En grande Ils partie. ont eu peur ? Oui, mais pas C'était pas tranquille. Pas que, on n'était pas tranquille. Pourtant, on n'était pas dans un quartier forcément très malfamé, entre guillemets. On était dans le 11e, donc ça va. Mais bon, c'est une atmosphère générale qu'on avait tous. Surtout que quelques jours avant, j'étais aussi à la Roquette, au moment où il y avait une sorte d'assiègement pendant une manifestation. On peut dire, la Roquette a été assiégée complètement. Voilà, donc ça a encore. Vous avez été bloqué dans la synagogue ? Exactement, pendant 3 bonnes heures, dans la chaleur, avec les enfants, les familles. Bon, c'était assez spécial comme angoisse, comme ambiance. Et puis c'est des choses qui ont fait qu'on était très très motivés que mes parents étaient très motivés pour partir. Moi, j'étais un peu reculon. Puisque j'appréciais ma vie parisienne, je sortais, je travaillais correctement, etc. Donc les copains évidemment. Donc oui, c'est-à-dire que vous étiez hyper bien intégré et que jamais, au grand jamais, vous n'auriez envisagé de quitter la France. Non, je dis pas jamais parce qu'on a toujours ça dans un coin de notre tête, quoi qu'il arrive. D'accord. Mais le faire à ce moment-là, c'était pas pour moi le moment le plus opportun. Ouais. Mais quand même, vous vous êtes dit. Je vais me galérer tout seul à Paris. C'était ça la vraie motivation. Ouais, c'est ça. J'avais la rasera de rester seul. Je me suis dit non, je peux pas laisser mes parents et moi rester comme ça. Qu'est-ce que je vais faire seul dans un appartement, les machines à laver, la bouffe et tout. C'est à cause de ça que vous avez dit vous avez suivi. Oui, parce que je me suis dit moi j'ai un métier qui était exportable. Que si je vais en Israël, je vais rester 6 mois. Ça marche, tant mieux, je reste. Ça marche pas, tant pis, je rentre. Ok, donc vous êtes parti, on va dire positif. Je suis parti, en se disant je tente l'aventure, on verra bien. Exactement, on verra bien. Donc je suis parti fin juillet. Le mois d'août s'est très bien passé puisque c'était un mois de vacances, donc j'avais tous mes copains qui étaient là. Et puis donc c'était un été de vacances classique. Et la fin août un peu moins bien. Et la fin août, c'était le coup de blues. Parce que tout le monde est rentré à Paris. Mais vous êtes resté pour. Et puis il y avait les ambiances post-vacances aussi que je j'étais pas là parce que les restaurants, les sorties entre eux et tout. Et moi je regardais ça comme ça et je disais moi je suis pas là. Donc les ambiances post-vacances de vos copains. Oui, c'est ça. Et avec les réseaux sociaux, Internet, etc. Vous viviez par procuration. Exactement, c'est ça. Et ça vous a pas trop plu? Oui, mais je peux pas leur en vouloir, c'est normal. C'est normal. Donc vous avez fait le chemin au bout d'un mois et demi, vous êtes parti. Exactement, au bout de mi-septembre, je suis parti. Je me suis dit je vais rester 2-3 semaines là-bas, histoire de me remettre un peu dans le bain. Donc j'ai passé Kippour là-bas et puis j'ai prolongé au final et je suis resté jusqu'à la fin de Sukkot. Et pourquoi vous êtes rentré? C'était pas obligé? Parce que j'étais pas bien, je me sentais pas bien. En Israël, je me sentais pas très très bien et je me suis dit je vais rentrer un petit peu histoire de me remettre un peu. En France, vous vous sentiez pas très très bien ou en Israël? Non, en Israël, c'est-à-dire que arrivé fin août. Non, mais après Sukkot, pourquoi vous êtes retourné en Israël? Parce qu'il fallait bien rentrer à un moment donné. Il fallait rentrer à un moment donné. Et je me suis dit il faut absolument que je teste pour de vrai, sur la durée, de vivre en Israël, essayer de vivre la vie israélienne. Et puis la chance que j'ai eue, vraiment grâce à Dieu, c'est Ashgacha Pratit, c'est que sur mon vol retour pour aller France vers Israël, j'ai rencontré des copains, des garçons avec qui sont aujourd'hui devenus mes copains en Israël. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas eu ça, vous seriez parti. Je n'en sais pas de quoi la vie est faite, mais en tout cas ça vous a beaucoup aidé à rester. Ouais, ça m'a facilité. Alors vous avez fait l'ALIA avec vos parents à Netanya. C'est comment Netanya? Dans la vraie vie. J'aimerais dire que c'est pas du tout comme on pense. C'est-à-dire que le cliché de Netanya, c'est la ville de Français, c'est les Tunisiens, il y a de l'huile sur le sol, on supporte, très négatif. D'accord. J'aimerais dire que c'est vrai, c'est faux, mais en partie vrai.
En fait, ce cliché-là, il est uniquement vrai pendant les périodes de vacances. D'accord. Et pendant l'année Et pendant l'année, c'est une super ville. Enfin, super, hein, c'est un grand mot, hein, mais c'est une ville qui est agréable à vivre, qui est familiale, qui est pas non plus dans l'extravagance comme on peut aussi le penser. C'est une ville calme, c'est une ville qui est agréable, voilà, qui est sympathique à vivre. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Après, on peut ne pas être d'accord. Tu aurais pu laisser tes parents en Natania et partir t'installer à Tel Aviv aussi. Oui, après, paye-moi le loyer alors. Moi, je veux bien. Ça va être compliqué. Là, vous avez tapé à la mauvaise porte, je suis désolée. Ouais, je veux bien aller à Tel Aviv, mais c'est bon. Mauvaise pioche pour ça. Alors, donc tu restes à Natania, tu t'y plais, tu te dis, bon, quand même, je vais apprendre l'hébreu, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu ne parles pas hébreu. Ouais, je parle pas. Enfin, si. Non, aujourd'hui, oui, mais à l'époque. À l'époque, non, je parlais pas hébreu. J'ai pas fait l'école juive, j'ai pas fait d'Ulpan à Paris, j'ai rien fait de particulier par rapport à ça. Donc, t'arrives au niveau Aleph à l'Ulpan. Exactement, j'avais l'hébreu au niveau touriste, Kamazéolé et tout ça là. Et puis j'ai fait l'Ulpan, mais j'ai fait l'Ulpan pas tout de suite parce que il y avait il y a beaucoup d'aliotes à ce moment-là, donc l'Ulpanim était engorgé. Il fallait attendre que ça. T'as attendu un petit peu. Et j'ai attendu un petit peu. Je suis rentré. Donc en fait, j'ai fait l'Ulpan chez Li. En mois de mars, donc 7-8 mois après mon alia, pendant 4 mois. Et bon, ce qui était intéressant. Pendant ce temps-là, tu as travaillé parce que tu fais des sites internet, exactement. Des logos. Ça changeait rien pour moi. J'étais en freelance comme à Paris, donc j'ai continué à faire ça. Tu gardais tes clients, tu continuais à travailler. Même des nouveaux clients. Des nouveaux clients aussi. Par rapport au travail, j'avais pas de soucis particuliers. En français, évidemment. Donc Ulpan chez Li. Ulpan chez Li, ouais. Mars, avril, mai, juin à l'Ulpan. Comment ça se passe? Eh ben, c'était très très sympa puisque j'ai fait l'Ulpan. Bon, en fait, on a fait l'Alia familiale. Ça veut dire qu'on était 15 à partir, pas tous le même jour, mais au final sur la même période. On s'est retrouvés, les tatas, les tontons, les mamans, papa, les grands-parents, les frères et sœurs. Ouais, on était quasiment tous là, avec quelques exceptions. Enfin, j'ai encore quelques tantes et oncles et cousins qui sont pas là, mais voilà, en tout cas, on avait la grande majorité en Israël. Et c'est-à-dire que vous vous êtes tous retrouvés à l'Ulpan ensemble. Exactement, c'est ça qui était sympa, c'est que j'ai fait des cours d'hébreu avec ma mère à côté. C'était la première fois que tu te retrouvais sur les bancs de l'école avec ta mère. Bah, à qui ça arrive de toute façon? À personne. Il n'y a qu'en Israël qu'on a ça. Donc avec ma mère et mes 2 tantes à côté. Vous avez dû bien vous marrer. Ouais, elle essayait de tricher, moi. Non, je plaisante. Non, mais c'était très sympa. Vraiment, c'était très sympa. Et on dit toujours que c'est un moment qui marque. Moi, ça m'a marqué. C'est plutôt atypique quand même. C'est pas. Ouais. On vit pas ça en France. C'est pas possible. Donc ni ailleurs d'ailleurs. Je pense qu'il y a qu'en Israël où on a des classes pour apprendre l'hébreu et on peut être avec sa mère, sa grand-mère. Je sais pas si ça existe ailleurs. Donc c'était vraiment vraiment très sympa, même avec mes tantes. Et donc j'étais en classe de 8 et ça m'a permis de vraiment booster au moins les bases, en tout cas les bases de l'hébreu. Donc vous avez fini en Kita Bet à peu près. Ouais, c'est ça. À peu près. Exactement, j'ai fini en Kita Bet. Donc vous avez monté 2 niveaux, mais comme vous continuez à avoir du travail, de France et d'ailleurs, donc vous avez continué à travailler en français sur des projets, voilà, des sites web, des applications, du Facebook, enfin c'était community management, c'était votre job. Alors pourtant c'était à ce moment-là où vous auriez dû, on va dire, ou pu faire l'armée. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Voilà, pour ça. Parce que j'ai fait l'erreur d'avoir... Bon, l'erreur en même temps... Aujourd'hui, je dis que c'est une erreur, mais à l'époque, je ne peux pas penser que c'était une erreur. À l'époque, vous disiez... Mais oui, c'est pas possible. On ne peut pas refaire le monde après. C'est avec des... Voilà. Non, mais c'est important d'avoir du recul pour les autres qui vous écoutent peut-être. Eh bien oui, parfois, il faut savoir faire des choix plus tranchants et de se dire qu'il vaut mieux sacrifier... Voilà. Et sacrifier... même s'il y a un poste important qui peut nous intéresser, peut-être qu'il faut miser sur le long terme et choisir de s'intégrer davantage en Israël, puisqu'on sait que c'est le pays dans lequel on va vivre toute notre vie. Donc malheureusement, j'aurais bien voulu faire l'armée, même un régime un peu plus court. Une courte période, vous auriez aimé. Rien que pour l'intégration. Vous pensez que c'est la clé de l'intégration, l'armée? Pour les garçons, en tout cas. Je ne l'ai pas faite, donc je ne peux pas vous le dire si c'est la clé, mais de ce que j'ai entendu, oui, apparemment, c'est ça. On change d'univers quand on passe par là. Déjà pour le niveau d'hébreu, mais aussi au niveau social. Je sais que entre Israéliens, c'est très important de... C'est comme nous, quand on dit t'as fait quelle école, t'as fait quel lycée, eux, t'étais à quelle unité à l'armée, quoi. C'est un peu le même système. Donc malheureusement, je regrette de ne pas avoir fait au moins une petite période à l'armée pour apprendre l'hébreu, pour m'intégrer, pour connaître des Israéliens et connaître un peu le système militaire israélien de l'intérieur. Vous avez trouvé votre place aujourd'hui dans la société israélienne? Dans la société francophone israélienne, oui, certainement. Dans la société israélienne au sens large,
tant qu'on parle pas l'hébreu, enfin c'est mon avis, mais tant qu'on parle pas l'hébreu de manière fluide et courante et qu'on n'a pas des relations sociales développées avec des Israéliens, on n'a pas encore sa place. On n'a pas encore sa place. Ma situation et celle de beaucoup d'autres aujourd'hui, elle me fait penser à la situation de mes grands-parents en France il y a quelques années quand ils sont débarqués de Tunisie. Mais vous avez 28 ans, c'est très jeune. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les efforts maintenant. David, 28 ans, c'est rien. Vous pouvez apprendre 10 langues si vous avez envie. Mais c'est ce qui va arriver, j'en ai aucun doute. Il faut vraiment le faire. Faut retourner à l'État encore une fois? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Non, je pense qu'il faut parler avec les Israéliens directement. Il faut s'intégrer dans la société. Mais ce que je dis, c'est que... Comment on fait alors? Comment vous allez faire? Eh ben, on va voir. On va voir. Du bénévolat? Bon, pourquoi pas. Non, mais moi, je travaille dans l'espace de coworking à côté, Urban Place. Il y a beaucoup d'Israéliens. C'est déjà un endroit d'aller dans un coworking où on peut rencontrer des Israéliens. Exactement. C'est déjà pas mal. Exactement. C'est déjà une bonne chose. Et puis voilà, on verra par la suite, quoi. Ouais. J'ai pas vraiment de plan précis, mais voilà. Bon, alors on ne l'a pas dit, mais vos pérégrinations vous ont amené à créer un site bien connu. Je crois que ça fera l'objet d'une autre émission, JewBuzz, voilà, pour tous ceux qui ont envie de se marrer, de passer un peu de bon temps, dire des blagues, des articles, voilà, sur des thèmes sympas. Hein. Il y en a plein, très diversifiés. Il y a plus de 500 contenus maintenant. Entre les blagues et les articles, c'est beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, vous avez beaucoup de monde. Donc ça aussi, c'était. On peut dire merci à l'Alia ou vous l'auriez fait ailleurs? C'est une bonne question. Je pense que je devrais aussi faire en France. Peut-être même avec plus de facilité. Mais on ne peut pas gagner partout. On a le cadre de vie en Israël, on a le fait de pouvoir vivre sa religion pleinement sans barrière en Israël. Et voilà, on peut aussi avoir des opportunités en France, et c'est un choix. Il faut savoir mesurer le pour et le contre et choisir quelle est la bonne situation. Mais on ne peut pas gagner sur tous les plans, c'est pas possible. Bon, vous avez bien pris conscience de ça, parce que vous avez refait quand même un Ulpan pour augmenter de niveau. Vous avez aujourd'hui un niveau Gimel, on peut dire ça comme ça. Gimel, voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je pose toujours cette question. De vraiment de trouver ma place, enfin de me fixer ma place en Israël. Parce que c'est là que je ne compte pas rentrer en France. Vous ne comptez pas, ça y est. Non. Vous avez rejoint le projet de vos parents, ça y est. Ça y est, ça fait un petit moment quand même. Mais non, je ne pense pas. Non. Qu'est-ce que vous aimez ici? Qu'est-ce que j'aime? Ici, on aime l'ambiance. Quand je dis l'ambiance, c'est l'atmosphère. On aime le cadre de vie. On aime le fait qu'il y ait le soleil. 5 jours sur 6 en Israël quand on vit ici. 6 jours sur 7, pardon, c'est un peu bizarre. Mais voilà, le soleil, ça crée vraiment. Ça donne le sourire. Le soleil, ça donne le sourire. Et quand on se lève le matin avec le soleil, on se lève avec le sourire. Et c'est une chose qu'on n'a pas forcément ailleurs. Ça, c'est important aussi. Et c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont importantes, bien sûr. Et même au niveau de la chaleur, déjà la chaleur humaine, mais aussi la chaleur au niveau même météorologique. Ça change tout. Quand on veut sortir de chez soi et qu'on doit mettre le manteau, l'écharpe, le bonnet, le nez qui coule et tout, et qu'on a ici en t-shirt, c'est pas le même niveau de détente. Non, vraiment. Donc, déjà ça. Tu cherches la détente, apparemment. Bah oui, c'est pour ça. On peut, exactement. Voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Voilà, continue de t'intégrer. Merci d'être passé par nos studios. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.